et sur le téléphone. Très bien, très bien. Ok, on commence cette rencontre. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur et un privilège de vous présenter Madame Kim Thuy. Ce n'est pas seulement un honneur pour moi, mais aussi une source d'inspiration et d'encouragement. D'abord, j'aimerais vous accueillir et vous remercier pour nous donner une possibilité de vous rencontrer particulièrement au moment lorsque l'on est tout confiné chez nous. Je vous souhaite la bienvenue, Madame. Oui, nous, ça fait longtemps qu'on est confinés. On est confinés depuis presque un mois, je crois. Un mois. Oui, ouais. C'est pareil. Vu le temps alloué à nos discussions, je commencerai la séance avec une brève introduction de Madame Kim. Ensuite, Madame Lee va prendre la parole pour débuter la discussion avec votre auteur Kim, puis par la séance ouverte. Permettez-moi aussi d'accueillir et remercier Madame Nidhi Rangsinghani, ma chère collègue, qui a contribué énormément pour organiser cette rencontre virtuelle. Madame Nidhi est professeure adjointe et la chef du département ILLCS à l'Université du Rajasthan. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à Monsieur Dhiren Paliwal, professeur invité de notre département, et tous mes autres collègues et les étudiants du département. Madame Kim Thuy est née à Saigon en 1968 dans un Vietnam déchiré par la guerre. 10 ans plus tard, avec ses parents et ses frères, elle quitte son pays avec le cœur rempli de l'espoir et du courage. Sur un bateau qui l'a conduite vers le Canada, plus précisément vers Granby au Québec. C'est avec beaucoup de travail et de détermination qu'elle a exercé les professions d'avocate, de couturière, d'interprète et de restauratrice. Elle vit à Montréal et se consacre à l'écriture. Son premier livre, Rue, a été vendu 80 000 exemplaires au Québec et connaît un succès international avec des traductions en 15 pays. Très vite, je vais faire une petite précision. Absolument. Le livre est maintenant dans 39 pays. 39 pays. Ouais. Alors, je corrige là, 39 pays. Merci. Très vite, le succès de l'ouvrage est retentissant. On se sait par les critiques françaises et québécoises. Madame Thuy a reçu de nombreuses récompenses. Le prix RTL, lire au Salon du Livre de Paris, le prix du gouverneur général, le prix du grand public, la presse au Canada en 2010, ainsi que le grand prix littéraire à Chambaud en 2011. Plus tard, cette femme courageuse d'origine vietnamienne a sollicité 3 livres et les autres ouvrages impressionnants aux 4 coins de la planète. Je me permets aussi de signaler que nous avons toujours réservé une place particulière pour le livre Rue. À noter que depuis plus de 5 ans, Rue est enseigné dans le département et beaucoup apprécié pour sa thématique extraordinaire. Rue est décrit comme une de très belles surprises. Plus que simple témoignage, Rue est l'hymne à la vie et à la joie d'une femme de son temps pour qui l'exil est une chance. Pour Madame Kim, être différente est en fait une chance. Selon elle, c'est au travers de nos expériences que nous devons exceptionnelles et uniques. Elle est une auteure qui a déjà tout un bagage de vie. Et c'est absolument vrai à dire qu'elle est la fidèle maîtresse de mots. J'aimerais bien souligner tout ce roman dans une seule phrase en disant « Man, c'est l'apprentissage du mot « aimer » pour donner une définition du verbe « vivre » de « à toi » et à la conjugation de « survivre » de « rue ». Je voudrais également ajouter que pendant cette catastrophe mondiale de coronavirus,
Récemment, Madame Kim a rendu un bel hommage à travers un poème dédié aux soignants pour saluer leur courage et leur dévouement. Ce poème, pour remercier le personnel hospitalier, m'a fort touchée. Madame Kim, permettez-moi de le partager après la session. Alors, laissez-vous guider par ce témoignage et embrasser la différence. Madame Nidhi, je vous demanderai de débuter avec la séance de discussion. À vous la parole. Oui, merci Dolly et bonjour. C'est avec un très grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue chez nous à l'Université du Rajasthan sur cette plateforme en ligne et pour faire ce bel échange avec nos étudiants de master de l'Université du Rajasthan. Et comme tout le monde le sait que Roux, c'est un récit intimiste et autobiographique de court texte, et la beauté du livre et le fait que l'attention que l'auteur porte sur les victimes, toutes les victimes du guerre de Vietnam. En fait, sans doute, c'est un pur délice à lire. Votre parcours dans ce texte du Québec, du Vietnam au Québec, c'est un bel exemple d'une émigration réussie. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus sur ce parcours? À vous la parole. Vous savez, je n'ai pas beaucoup de mérite pour ce parcours. J'étais encore tellement petite, à 10 ans, donc toutes les décisions étaient prises par les parents. Mais surtout, à 10 ans, on n'est pas conscient. Oui, on se souvient des images, on a des souvenirs, mais on n'a pas une compréhension globale de la situation. Donc, tout ce que j'ai fait, c'était de me laisser aller et suivre ce parcours-là. Et vous savez, il y a un mythe chez les boat people qu'il y avait beaucoup de bateaux qui coulaient en mer. Mais on a aussi retrouvé des bébés et des gens qui ne savaient pas nager sur la plage. Alors, on s'est posé la question, mais comment ils ont fait? Et là, les gens ont commencé à avoir un mythe comme quoi, quand il y a un naufrage, la meilleure façon pour survivre, parfois, c'est de se laisser transporter par la vague. Et parce que la vague, très souvent, va nous emmener jusqu'à la mer. Alors que quand on se bat et quand on se débat contre la nature, contre les éléments, contre la vie, très souvent, on se fatigue et on n'est jamais plus fort que la vie. Et on rencontre en fait beaucoup plus de force de résistance que si on se laissait aller. Et dans mon parcours, je vous dirais, c'est ça. C'est que je me suis juste laissée aller, me laisser transporter par les gens que je rencontre, par les événements de la vie. Et c'est pour ça que j'ai changé autant de métiers. En fait, je ne pensais pas du tout devenir avocate. Et puis là, j'ai été engagée par cette compagnie, cette très grande firme d'avocats, mais que je ne savais pas que ça existait, même que c'était possible d'avoir un salaire aussi grand. Vous voyez, quand je suis rentrée au bureau, le premier chèque qu'on m'a donné, je pensais que c'était pour toute la saison. Et non pas pour seulement 2 semaines. À toutes les 2 semaines, je recevais un nouveau chèque. Et je pensais qu'il y a quelqu'un qui a fait une erreur, que le département de comptabilité a fait une erreur de me donner des chèques à toutes les 2 semaines. Et finalement, ben voilà, je suis devenue avocate un peu par hasard comme ça. Et quand j'ai ouvert le restaurant, c'était vraiment parce que j'avais les 2 enfants et je voulais, je voulais avoir un peu plus de contrôle sur mon temps. Donc, j'ai ouvert un restaurant sans savoir comment cuisiner. Et je pensais que j'allais engager un chef, mais finalement, je n'ai pas réussi à engager un chef parce que le restaurant était trop petit pour avoir un revenu suffisant pour engager un chef. Donc, j'ai ouvert le restaurant et je me suis retrouvée à devenir la cuisinière. Et je n'avais jamais cuisiné beaucoup avant dans ma vie. Et donc, je pouvais faire seulement un plat par jour
Et c'est ce que vous retrouvez un peu dans le livre. C'est inspiré de l'histoire vraie, que c'est parce que je ne savais pas comment cuisiner. Donc, j'appelais ma mère et j'avais une recette par jour, le soir comme ça, et le lendemain, je le faisais au restaurant. Et les clients me félicitaient parce qu'ils disaient « Ah, mais quel beau concept! On n'a pas à réfléchir sur le menu, à lire le menu, on rentre et on mange ce que tu fais et c'est tout. » J'ai dit « Mais ce n'est pas un concept, c'est vraiment un handicap. C'est que je ne pouvais pas faire plus qu'un plat par jour. » Et puis, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et le livre, l'écriture est arrivée vraiment très accidentellement. C'est-à-dire que je m'endormais beaucoup au volant, au feu rouge. Et les feux rouges au Québec, au Canada, sont très longs. Je vous dirais peut-être 2 minutes, 3 minutes. Mais pour moi, si vous me laissez tranquille plus que 10 secondes, je m'endors. Et parce que j'étais très fatiguée et il manquait beaucoup d'heures de sommeil. Alors, une des façons, et le problème, c'est que quand on s'endort au feu rouge, notre pied, il devient plus léger sur le pédale de gaz, vous voyez? Et quand le pied il devient léger, ben, le frein, il se relâche aussi. Et là, la voiture avançait toute seule et la voiture frappait en fait la voiture devant moi. Et j'ai eu quelques accidents comme ça. Et non, mon mari, il a dit, ben, il faut trouver une façon. Et j'ai essayé de trouver toutes sortes de façons pour rester éveillée, mais ça ne fonctionnait pas. Et la seule façon qui a fonctionné, c'était de prendre des notes. Et au début, je faisais des to-do lists. Alors, demain, je dois acheter des carottes, des tomates, aller chercher un cahier pour les enfants et tout ça. Mais, et après un moment, je n'avais plus de choses à ajouter sur le to-do list. Et donc, j'ai commencé à faire des listes de villes que je connaissais, des listes de nourriture, des listes de couleurs, des listes de toutes sortes. Et puis après un moment, je n'avais plus d'idées de listes, parce qu'il faut beaucoup d'idées pour faire des listes. Et c'est là où j'ai commencé à prendre des notes. Et ces notes-là sont devenues un livre par pur hasard aussi, parce que je pensais, j'ai fermé le restaurant un mois plus tard. Je pensais retourner au bureau et travailler comme avocate. Et finalement, mon mari, qui est canadien, qui a comment dire, une vie normale, il voulait, ben, il a grandi dans une famille normale et il voulait devenir avocat. Il est devenu avocat. Donc, son chemin est très, très droit. Alors que moi, j'ai changé de métier tellement de fois. Et là, il m'a dit, non, tu restes à la maison et tu rêves à une carrière de rêve, à une profession de rêve. Et là, j'ai dit, mais je ne savais pas par où commencer. Parce qu'il faut beaucoup de connaissances pour pouvoir rêver. Vous voyez, et je vous donne un exemple. Je n'avais jamais rêvé d'aller dans l'espace parce que j'ai le vertige et puis je ne suis pas scientifique. Je ne vois pas pourquoi on doit aller dans l'espace. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer une astronaute canadienne, la première femme canadienne astronaute à aller dans l'espace. Et on était dans l'ascenseur ensemble. Et c'est une femme tellement intelligente, vous voyez, et je ne voulais pas qu'elle pense que je suis idiote. Alors, j'ai dit, ah, mais je vais lui poser une question, comme ça, elle va être occupée à me répondre, et elle ne saura pas que je suis complètement stupide à côté d'elle, parce qu'elle doit avoir 5 cerveaux dans sa tête, vous voyez. Et donc, je lui ai posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce qui vous manque de l'espace? Et là, j'ai dit, mais quelle question idiote, quoi, d'enfant de 2 ans. Alors, elle m'a répondu que quand elle était dans l'espace, elle était la seule femme du groupe. Et donc, elle demandait aux hommes de lui donner un peu d'intimité pour qu'elle puisse se déshabiller complètement
pour faire sa toilette. Parce qu'elle dit que dans l'espace, si on ne touche à aucun mur, à aucune paroi, et qu'on n'a aucun vêtement sur soi, notre peau ne reçoit plus aucun stimuli. Il n'y a plus aucune stimulation. Et si on n'a plus aucune stimulation, ben, on ne sait plus où notre corps commence ou termine. Donc, on n'a plus de corps. Et là, l'ascenseur est arrivé au rez-de-chaussée, elle est sortie, et là, j'ai dit, mais j'ai plein de questions pour elle. Maintenant, je dis, ben, alors si on n'a plus de corps, où sont nos pensées? Est-ce que soudainement nos pensées flottent? Est-ce que soudainement, voilà, notre âme se révèle ou quelque chose comme ça? Et finalement, ben, je n'ai pas eu la chance et elle est partie. Et depuis elle, je rêve d'aller dans l'espace aussi pour me mettre tout nu comme ça et voir comment est-ce que ma peau se perd, mon corps se perd. Bref, mais donc, quand mon mari m'a obligée de rester à la maison pendant 1 mois, je ne savais pas quoi rêver. Parce que mon dernier rêve, conscient et volontaire, c'était dans le camp de réfugiés. Quand j'étais dans le camp de réfugiés, le seul rêve que j'avais, c'était la constipation. Comment faire pour ne pas aller aux toilettes? Parce que la toilette, c'était seulement un trou ouvert, un trou qui avait été creusé pour 200 personnes, on était 2000 personnes, donc ça débordait de partout. Et donc, et je crois que je n'étais pas la seule à rêver la constipation. Je crois que c'était le rêve de tout le monde, comment faire pour ne pas aller à la toilette. Et ça, c'était le dernier rêve. Depuis que je suis arrivée au Québec, tous les rêves se sont réalisés avant que j'ai eu l'occasion d'imaginer le rêve. Vous voyez, comme par exemple de devenir avocate, je ne pensais jamais pouvoir devenir avocate dans un grand bureau parce que je ne savais même pas que ce bureau-là existait. Donc, je ne pouvais pas rêver à quelque chose qui n'existait pas. Et voyez comme les prix et tout ça qui m'ont été accordés, je ne savais pas qu'il existait, ces prix-là. À un moment donné, en Italie, à Pescara, on m'a appelé pour dire ben, on vous remet un prix, venez, on vous invite à venir recevoir le prix. De un, je ne savais même pas où était Pescara sur la carte du monde, et encore moins qu'un prix existe. Et là, je partage avec vous ce prix-là. Pourquoi? Parce que c'était tellement intéressant. Je suis arrivée là et on m'a assise à côté de la lauréate de l'année précédente. Et elle était physicienne. Et moi, je ne sais rien de la physique. Alors, je me suis assise et j'ai dit, oh, mais vous savez, tout ce que je connais de la physique, c'est le mot atome et molécule. Mais je ne sais pas ce qu'un atome fait. Je n'ai aucune idée de ce qu'un atome fait. Et là, elle m'a raconté qu'elle revenait du Canada, parce qu'au Canada, on a un laboratoire spécial et tout ça, mais elle faisait de la physique quantique. Je ne comprenais même pas c'était quoi la physique et encore moins le mot quantique. Alors j'ai dit, ah! Et donc, je l'ai laissé parler et après un moment, je lui ai demandé, j'ai dit, oui, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi les humains, on a toujours besoin de savoir plus, de toujours faire la recherche pour savoir plus et plus et plus, et quand est-ce que c'est fini? Et elle m'a dit, écoutez, est-ce que vous connaissez le mot connaissance, knowledge? Et c'était en anglais, donc j'ai dit, oui, knowledge, les connaissances, c'est ce que j'aime le plus dans la vie parce que c'est, voilà, on a l'impression de grandir chaque fois qu'on apprend quelque chose. Elle dit, OK. Elle dit, est-ce que vous connaissez le mot infini? Et j'ai dit, ben oui, infini dans le sens du 8 couché et que je n'ai jamais terminé. Et elle a dit, voilà, les connaissances sont la seule forme de l'infini que l'humain peut expérimenter.
c'est beau, hein? Que les connaissances, c'est la seule forme de l'infini. Et puis c'est vrai, les connaissances sont à l'infini, mais qu'on peut vivre, qu'on peut toucher, qu'on peut ressentir, qu'on peut apprendre. Et donc voilà, je vous donne plein d'exemples pour vraiment vous illustrer que je connais très peu. Et tout ce que je fais dans la vie, c'est suivre. Donc, quand on m'a appelé pour dire tu veux venir à Pescara? Ben oui, j'y vais sans savoir où était Pescara. Et je pense que c'est pour ça que vous avez dit que l'exil était une chance pour vous. Oui, évidemment, il faut avoir la chance de survivre. Parce que, comme vous savez, il y a eu beaucoup de Vietnamiens qui ont péri en mer, qui n'ont pas réussi à traverser. Donc, ce serait... comment je vous dirais, c'est un passage très douloureux pour beaucoup de familles. Et moi, j'ai eu la chance de faire ce parcours-là sans avoir rencontré de pirates, sans qu'on ait été volé et surtout violé. Et comme vous savez, en mer, il y a des vrais pirates et des vrais viols, parce que le viol est une arme, l'arme la plus efficace pour imposer son autorité. Et donc, quand vous avez un bateau de 5, 7, 10 pirates qui arrivent sur un bateau de Vietnamiens de 50, 100, 200 Vietnamiens, comment faire pour imposer son autorité, vous voyez? Et la meilleure façon, c'est encore de séparer les femmes des hommes et violer les femmes devant les hommes. Et c'est la seule façon de garder tout le monde figé. Alors, ceux qui refusaient au départ d'obéir étaient jetés par-dessus bord dans la mer. Et donc, nous, on a eu la chance de ne pas avoir rencontré de viol, de vol. Mais j'ai un oncle qui a traversé quelques mois plus tard. Et lui, son bateau a rencontré à plusieurs reprises. Et il m'a raconté récemment, il y a quelques mois, après 40 ans de traversée, finalement, il a réussi à me le raconter. C'est que sur son bateau, il y a une femme qui avait tellement peur quand les pirates sont arrivés et ont séparé les femmes des hommes. Et les pirates ont demandé aux femmes de se déshabiller. Et elle s'est déshabillée et tout ça, mais elle avait tellement peur que son corps s'est relâché et elle a eu une diarrhée. Vous voyez, une diarrhée énorme, quand tout son corps s'est ouvert, je crois, et puis elle a perdu le contrôle. Et donc, quand elle a vu que toute sa diarrhée, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris ses excréments, elle en a mis partout sur le corps pour repousser les pirates. Et les autres femmes ont vu la même chose, alors ils ont pris aussi tout son excrément pour mettre partout sur le corps. Et donc les pirates ont demandé aux hommes de laver les femmes, d'aller chercher de l'eau de la mer pour laver. Et selon mon oncle, selon la version officielle de l'histoire, c'est qu'il y a un hélicoptère de la Croix-Rouge qui est passé au-dessus du bateau et c'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Mais je vous dis ça, mais je ne sais pas si c'est la vraie version. Je crois qu'il m'a épargné la vraie version. Oui. Merci beaucoup pour cette belle parcours. En fait, Rue, il m'a ému infiniment. C'est comme si le Vietnam est entré chez moi en lisant ce livre. Bon, cependant, il y a certaines questions que les étudiants de master, ils ont tous là, ils sont excités de poser des questions. Alors, d'abord, Apeksha, tu es là? Oui, madame. Oui, à toi la parole, Apeksha. Oui. Bonjour, madame. Je vous écoute. Je voudrais demander une question. Bonjour. Si vous avez la possibilité de revivre la période de l'exil,
qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ah, vous savez, je n'aurais rien changé. Parce que je crois que l'âge de 10 ans était l'âge parfait, dans le sens où la mémoire est très sélective à l'âge de 10 ans, parce qu'on ne comprend pas tout, mais on commence déjà à comprendre un peu. Et donc, on peut garder en mémoire les souvenirs et les compréhensions. Il y a une certaine innocence à l'âge de 10 ans qui nous permet de s'adapter très rapidement. Parce que quand on quitte un pays adulte, on laisse derrière une vie, on laisse derrière une carrière, des amis et tout ça. Alors que dans mon cas, j'ai eu la chance de quitter avec ma famille. Et quand on a 10 ans, ben, tout ce qui compte, c'est la famille. Et donc, j'avais l'impression d'avoir tout ce que j'avais. Et quand je suis arrivée au Québec, ben, j'ai été prise en charge par les Québécois et par les politiques canadiennes et tout ça. Et quand on est enfant, parce qu'on ne sait pas encore poser des questions, on fait juste suivre. Et c'est très facile. Donc, dans mon cas, je n'aurais rien changé. Et je remercie encore d'avoir eu la chance, en fait, de vivre les 4 mois dans un camp de réfugiés. Parce que après, ces 4 mois-là m'ont donné, probablement, hein, inconsciemment, m'ont donné la peur et en même temps, la peur est, comment je vous dirais ça? La peur était tellement présente à tous les moments qu'aujourd'hui, je suis une peureuse. Je suis née peureuse. Mais après cette expérience dans le camp, j'ai l'impression que je suis devenue... je suis prête à mourir n'importe quand. Et quand on est prête à mourir, il n'y a plus rien qui peut nous menacer. Donc, tout devient facile. Et je remercie encore cet exil parce que, vous savez, je suis née très, très faible. J'étais allergique aux poissons, aux fruits de mer, aux œufs, au lait, au vent. Quand il ventait, j'enflais. Au froid. Dès qu'il faisait 28 degrés, j'enflais 28, 27 degrés, 25 degrés. J'enflais de partout. Parce que j'étais, voilà, je ne sais pas trop, mais j'étais un enfant très, très faible. Et après les 4 jours en bateau, et quand on est arrivé au camp, le premier repas que j'ai reçu, c'était des sardines en boîte avec du riz à 2 heures du matin, livré par le Croissant Rouge, parce que la Malaisie est musulmane. Et j'ai mangé parce qu'on avait faim, on n'avait pas mangé depuis 4 jours en bateau, et je n'ai pas eu de réaction. Zéro réaction au poisson. Et la même chose dans le camp, on mangeait du poisson 6 jours sur 7. Et des poissons pourris, hein, des poissons avec des vers qui sortaient par les yeux et tout ça. Et aucune réaction. Je me demande aujourd'hui si les vers n'ont pas mangé les allergènes, vous voyez, dans le poisson. Et mon père, il aimait beaucoup dire qu'on devait recevoir les protéines seulement à partir des poissons. Mais on a eu en bonus les vers, les protéines des vers. Donc, on était très contents qu'il y ait des vers dans les poissons. Bon, bref, et donc après ce camp de réfugiés, vous imaginez, j'arrive et j'habite dans un pays où il fait moins 28 aujourd'hui, où il vente et il fait froid. Je n'ai aucune réaction. Et donc, je crois qu'après cet exil, après ce passage, je suis devenue intuable. Je sais que le mot n'existe pas, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va me tuer aujourd'hui. Vous voyez? Donc, je crois que j'ai eu beaucoup de chance et donc je ne changerai rien à cet exil-là. Et je crois que si je suis restée au Vietnam, étant donné que je venais d'une famille voilà, assez aisée et protégée, je crois que je n'aurais rien fait de ma vie. Et personnellement, je n'aurais pas pu devenir auteur à 20 ans comme les auteurs très, très talentueux. Vous voyez, j'ai eu besoin de la vie
des expériences de la vie pour avoir quelque chose à raconter. Sinon, personnellement, je suis comme du yaourt nature, même pas yaourt vanille. J'ai pas de goût, je suis, comme on dit en bon québécois, je suis plate, je suis ennuyeuse comme personne. J'ai rien. Et donc, je ne suis pas comme une vraie auteure qui a du talent dès l'âge de 15 ans, 20 ans, 25 ans, vous voyez, de pouvoir écrire un livre. Ouais, je crois qu'il a fallu toute cette vie-là pour que je puisse écrire. Donc, dans mon cas, je ne changerai rien. Merci beaucoup. Merci, hein. C'est vrai que la vie n'est pas toujours facile. Hein. Bon. La prochaine question. Mais je crois qu'on peut, je veux juste fermer avec ça, c'est que oui, la vie n'est pas facile, mais je regarde vraiment chaque épreuve comme une chance pour nous de devenir plus forts, de devenir plus vite, de devenir plus résistants, comme les athlètes en fait, hein, parce que les athlètes, comment dire, ils vont ajouter du poids sur leur poids haltère pour pouvoir soulever plus de kilos. Hein. Ils vont mettre des haies d'obstacles pour courir plus vite, mais avec les obstacles. Et puis, voilà, dans l'eau, ils vont se mettre des poids pour être plus lourds, pour nager plus vite et tout ça. Et je regarde vraiment les épreuves de la vie comme étant ces chances pour nous de se pratiquer, de s'entraîner pour devenir plus forts. Et donc, ce confinement, ce virus révèle beaucoup les sociétés dans lesquelles on vit. D'abord, la structure gouvernementale de nos pays. Et c'est aujourd'hui qu'on voit les faiblesses. Alors, comme par exemple au Québec, ce sont des maisons pour les personnes âgées. Là où on voit en ce moment une éclosion en fait de contagion et de maladies et il manque de personnel. Et soudainement, ce virus révèle que oui, on pensait qu'il s'occupait très bien de nos aînés, mais finalement, pas du tout. Et donc, quelque part, déjà, ne serait-ce que cette leçon-là a valu la peine. Et on a réalisé que toute la société, on a suivi le confinement de très près pour protéger une petite partie de la population. Donc, on a cette cohésion sociétale, quoi, qui est très forte ici, au Québec et au Canada. Donc, ça révèle des forces, mais aussi des faiblesses. Ben oui, c'est comme si on dit que quand il y a un problème, il y a aussi des solutions. Ben, tout ça dépend de quel autre côté vous voulez voir. Ben exactement, c'est la même chose. Oui. Ben, merci beaucoup. Et la prochaine question, c'est Aditi. Aditi, tu es là? Oui, madame. Oui, à toi. Bonjour, madame. En voyage pour Rome, avez-vous rencontré des individus qui ont subi la même douleur de déracinement? Et y a-t-il des rencontres qui ont touché votre cœur? J'ai pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Ça casse. La voix a été cassée. Oui, madame. Y a-t-il des rencontres avec des individus qui ont subi la même douleur de déracinement comme vous? Et pouvez-vous partager quelques incidents avec nous? Oui, bien sûr. C'est fou comment ce livre m'a permis de voyager beaucoup. Comme il y a l'année dernière, je pense que j'ai pris 45 avions. J'ai pu aller dans, je pense, je ne sais plus, 35 villes ou 40 villes ou quelque chose comme ça. Et chaque fois, je vous dirais que je pensais, quand j'ai commencé à écrire, je pensais que ce livre allait être lu seulement par ma famille et par mes amis. Parce que l'histoire est tellement précise, tellement petite, tellement, vous voyez, c'est... mais jamais je pensais que cette histoire puisse toucher
un monsieur qui vit en Suède ou quelqu'un, voilà, à Jaipur. Jamais je pensais ça. Et je crois que finalement, euh, l'exil ou sinon les douleurs sont peut-être causées par des raisons différentes, mais la douleur qu'on ressent en tant qu'humain est la même. Et on est capable de partager cette idée de douleur et d'exil. Et donc, les histoires, je vous dirais, mon Dieu, il y en a tellement que j'essaie d'imaginer, par exemple, quand j'étais en Chine, on m'a partagé les gens qui ont vécu la révolution culturelle m'ont parlé beaucoup de leur prison à eux. Et quand j'étais en Estonie, vous imaginez, Estonie, un pays avec 1,5 million de personnes, tout petit, tout petit. Je suis arrivée là et la professeure qui m'a reçue a passé les 24 heures. J'étais là pendant 36 heures, j'ai dormi quelques heures et le reste, on a juste discuté. Et elle m'a parlé pendant 24 heures sur sa vie personnelle à l'intérieur du régime communiste. Comment le grand-père qui était pris dans la Première Guerre vivait dans la même maison avec le fils qui devait être dans l'armée pour se battre pendant la Deuxième Guerre. Et des deux côtés opposés. Et après ça, que le père a été obligé de s'exiler, de marcher et de prendre aussi des bateaux parce que l'Estonie est un pays côtier pour s'enfuir jusqu'en Allemagne et ne pas revoir sa famille. Et elle racontait comment sa mère, avec 3 petits-enfants, 3 jeunes enfants, et sa mère était d'accord que le père devait s'enfuir parce que sinon il allait mourir quand les Russes sont arrivés, quand les Soviétiques sont arrivés au pays. Parce qu'il était du côté, et il était obligé, c'est pas lui qui a choisi, mais il était obligé, il était du côté des combattants contre les Soviétiques. Et donc, toute la famille était d'accord que le père devait quitter le plus rapidement possible. Donc, le père s'est enfui et il espérait qu'une fois arrivé quelque part, ils allaient pouvoir faire venir sa famille par la suite. Un peu comme mon oncle dont j'ai parlé tout à l'heure, il est arrivé aux États-Unis et il a réussi à avoir toute sa famille arriver chez lui, avec lui, 10 ans plus tard. Donc, il a attendu 10 ans avant de pouvoir parrainer. Et donc, cet homme espérait la même chose, il a quitté, et sa femme avait tellement peur parce que tous les jours, elle se faisait interroger par la police pour savoir où était son mari. Et donc, elle ne savait pas à quel moment elle allait être expulsée de sa maison. Et donc, elle dormait avec ses 3 filles à côté d'elle, ses 3 petits-enfants, et une valise, toujours tout habillée, prête à être expulsée à tout moment pendant 2 ans. Elle dormait comme ça, à côté de sa valise, ses filles, tout habillées pendant 2 ans. Vous imaginez? Et au bout de 2 ans, elle a déclaré à la police que son mari est décédé. Elle ne savait pas, mais elle a décidé qu'il était mort pour qu'on arrête de l'interroger. Et la famille a retrouvé le père. Elle a déclaré mort parce qu'elle posait toujours des questions sur des gens, parce qu'il n'y avait pas de téléphone possible, il n'y avait pas de lettres, il n'y avait plus rien. Donc, elle demandait aux gens, est-ce que vous avez vu tel homme, est-ce que vous connaissez? Dès qu'il pouvait, il posait la question. Et de l'autre côté, lui aussi, il posait des questions à ceux qui s'enfuyaient et qui arrivaient dans la même ville que lui en Allemagne. Et il y a quelqu'un qui lui avait dit que sa femme et ses 3 enfants étaient morts. Et donc, des 2 côtés, ils pensaient qu'ils étaient morts. Et ils se sont retrouvés 30 ans plus tard. Jamais la mère n'a pas pu quitter l'Estonie parce que c'était encore communiste. Et seulement la fille, une des filles, a réussi à y aller. Et elle a demandé à son père, qu'est-ce que tu aimerais que j'apporte jusqu'en Allemagne pour toi?
Et imaginez, tout ce qu'il a demandé, c'était une poignée de terre. Parce qu'il espérait, parce que lui, c'est sûr, il ne pouvait plus retourner en Estonie. Donc, il espérait mourir et être enterré avec un peu de terre de son pays natal. Et c'est ce qui a été fait. Quand il est décédé, sa famille n'a pas pu le rejoindre en Allemagne, mais lui, il a eu une nouvelle famille avec une femme et un enfant, et il a été enterré avec sa poignée de terre de l'Estonie. C'est fou, hein? Bah oui. Bah oui, hein. Merci, merci de partager vos belles expériences hein, avec nous. Oui, mais là, ça, je peux vous en parler pendant un an. On aimerait bien Il y a écouter. tellement d'histoires. Mais c'est vrai qu'on a la contrainte de temps, mais il y a, je pense, cependant 2-3 questions encore. Anirudh, est-ce que tu es là, Anirudh? Oui, madame, bonjour. 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 J'ai une question. Vous avez écrit plusieurs romans, mais vous avez aussi été porte-parole au Québec, au dictionnaire Le Robert. Oui. Donc, cette expérience est-elle quelquefois différente d'écrire un roman? Ah, vous savez, pour moi, le premier livre que j'ai reçu au Québec, c'était un tout petit dictionnaire, comme ça, de poche. Et on n'avait tellement pas d'argent pour acheter quoi que ce soit qu'un jour, c'était des amis de mes frères, qui avaient 6-7 ans, 7-8 ans, et on habitait dans un appartement pauvre, mais à côté d'un quartier très, très riche, le quartier le plus riche, en fait, au Canada, à Westmount. Et donc, mes frères se retrouvaient à aller dans la même école que les riches, à l'école publique. Et c'était très étrange, ces enfants-là qui habitaient dans des châteaux, oui, des villas, ils adoraient venir chez nous. Alors que nous, on habitait dans un tout petit appartement, un par-dessus l'autre, avec les vêtements lavés dans la même chambre et tout. Et eux, ils voulaient dormir chez nous. Et tellement qu'on devait piger au hasard pour voir qui pouvait dormir à la maison parce qu'on ne pouvait pas recevoir plus que deux enfants à la fois. Et un jour, comme ça, je me souviens du nom de ce petit qui s'appelait Jacques. Et il arrive et puis il a laissé tomber, il a abandonné son dictionnaire chez nous. Et c'était un dictionnaire, donc les couvertures rigides, vous voyez, étaient arrachées. Il restait juste la partie pas rigide. Et là, il me dit, et là, on lui a dit, il dit, ah Jacques, mais tu as oublié ton dictionnaire. Il faut que tu le rapportes chez toi. Et là, il nous a dit, ben non, chez nous, j'ai plein de dictionnaires. C'est pas grave, celui-là, il est endommagé de toute façon, donc vous pouvez jeter à la poubelle. Et nous, c'était tellement extraordinaire de finalement avoir un dictionnaire pour mettre sur l'étagère. Vous voyez? Donc, ma relation avec le dictionnaire, c'était ça, c'est que c'était un des premiers livres qu'on a lus ensemble. Mais là, je dois vous raconter absolument l'histoire de cette dame. Avec le dictionnaire, et c'est pourquoi le dictionnaire est devenu un objet fétiche pour moi. C'est le plus beau. Si j'étais extraterrestre et que j'arrivais d'une autre planète sur la planète Terre, le premier livre que je prendrais, et aussi si je me retrouvais sur une île déserte, j'apporterais un seul livre et c'est le dictionnaire. Pourquoi? Je crois que le dictionnaire contient toutes nos connaissances, tous nos sentiments, toutes nos sensations. C'est sûr, il y a plein de mots qui ont été écartés parce que sinon le dictionnaire aurait été trop épais, mais le dictionnaire comme on l'a en ce moment, c'est le résumé de qui nous sommes, ou ce que nous avons été et les rêves que nous avons pour le futur. Hein? Et donc pour moi, le dictionnaire, c'est le livre le plus complet de l'humanité, de ce que l'humain
a accumulé à travers le temps et l'espace. Et l'histoire que je voulais vous raconter, c'est ça, j'ai rencontré une dame qui a aujourd'hui 95 ans. Elle a fait la guerre au Vietnam. Et à l'époque, elle avait que 16 ans. Elle venait d'une famille aristocrate, bourgeoise, qui avait été éduquée seulement en français jusqu'à l'âge de 16 ans. Un jour, ils étaient en train de saluer le drapeau français et le drapeau vietnamien à l'école, dont l'hymne national chantait. Et sa meilleure amie, Juliette, a piétiné l'ombre du drapeau vietnamien ce jour-là, pendant l'hymne national. Et elle a été blessée par ce geste que son amie ait piétiné sur l'ombre seulement du drapeau. Et soudainement, elle s'est dit, mais est-ce que je suis vietnamienne ou française? Et elle a décidé qu'elle était vietnamienne et elle a quitté sa famille, elle a tout quitté pour aller rejoindre l'armée de résistance qui se battait contre les Français. Et donc, et quand elle était et là, elle s'est retrouvée à marcher dans la jungle, vous voyez. Et dans la jungle, ben, il n'y avait pas de littérature, il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien. Et un jour, comme ça, ils se sont retrouvés près d'une vieille mine abandonnée des Français. Et dans la mine, il y avait plein de petits objets que les Français avaient laissés, mais aussi un demi-dictionnaire. Le côté des noms propres. Vous voyez, il y a les noms communs et puis il y a les noms propres. Elle disait qu'il ne restait que le côté des noms propres. Et donc, elle a volé ce dictionnaire. Et puis, dans l'armée, évidemment, il fallait qu'elle cache le fait qu'elle parlait français, parce que sinon, on la soupçonnait d'agent double. Et donc, elle a caché le dictionnaire pour pouvoir lire la nuit. Et là, j'ai dit, mais comment vous avez pu lire? Est-ce que c'était avec les lucioles? Vous voyez, les fireflies. Et elle a dit non, parce que nos yeux ne peuvent pas s'habituer au clignotement des lucioles. Et donc, elle disait, ce qu'elle a fait, c'était de ramasser les noyaux de pamplemousse et d'orange sauvage qu'elle enfilait comme ça sur une tige de bambou et les brûlait la nuit dans la cave pour pouvoir lire le dictionnaire. Et c'est comme ça qu'elle a pu maintenir son français et continuer à s'éduquer en lisant le dictionnaire. Mais l'histoire est magnifique. Et donc, j'aimais déjà beaucoup le dictionnaire quand je faisais mon cours de traduction. Il n'y avait pas d'Internet encore. Vous voyez, c'était dans les années 90. Et donc, quand on avait un examen, ben, on devait venir à l'école avec tous nos dictionnaires. Le dictionnaire français-français, anglais-anglais, français vers l'anglais, l'anglais vers le français. Ben, vous voyez, tous les dictionnaires dans le sac à dos. Et c'était très, très lourd. Donc, je les emmenais avec moi comme ça, je les apportais. Et l'hiver, quand c'était très glissant sur la route, je tombais toujours par en arrière parce que le poids était tellement lourd qu'à chaque fois que je traversais le trottoir, je tombais à la renverse comme ça par en arrière. Et donc, physiquement, je portais le dictionnaire et pour moi, c'était comme ma maison. Comme une tortue qui porte ses dictionnaires sur le dos. Et donc, je parlais déjà tellement du dictionnaire que le petit Robert est venu me chercher pas parce qu'il me choisissait, mais c'était moi qui disais toujours « Oh oui, le dictionnaire, c'est la plus belle chose inventée par les humains » et tout ça. Donc, ils ont dit ben, « Maintenant, on va te payer pour que tu parles du dictionnaire. » Et même si aujourd'hui, il n'y a plus le programme de porte-parole et tout ça, je continue à parler du dictionnaire. Et quand je suis allée à Paris, j'ai demandé à rencontrer le directeur général de la maison qui publie Le Petit Robert. Et j'ai eu la chance de rencontrer Alain Rey, c'est le fondateur et celui qui a créé le Petit Robert. C'est fou, hein? Ben, c'est ça. Donc, j'ai eu la chance de les rencontrer. Et donc, ma relation avec le dictionnaire, c'est ça. Pour moi, ça, c'est l'histoire de l'humanité.
Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, bien sûr. C'est ça. Merci. Super. Là, moi, j'ai une question à vous poser. Vous avez cité dans votre livre, Jou, que vous êtes bien vietnamien, un enfant de cuisine, mais la langue, celle dans laquelle je suis capable de réfléchir, de ressentir les choses, c'est toujours le français. Alors, comment? OK. Je vais répondre à cette question-là. Ah oui, je vais juste terminer la question avec le dictionnaire. C'est que le petit Robert, depuis l'année dernière, je crois, non, il y a 2 ans, c'est la première fois que dans le même dictionnaire, les noms propres et les noms communs sont sur la même page. Donc, vous avez par exemple le mot Machiavel et ensuite machiavélique, par exemple. Donc, on a, et ça, j'ai trouvé cette idée géniale. Et c'était l'année où j'ai commencé à être porte-parole du Petit Robert parce que l'idée nous donne voilà, la source des mots et on le voit tout de suite à côté. Bon, là, bon, j'arrête de parler du dictionnaire. Maintenant, pour la langue, vous savez, quand on quitte une culture à l'âge de 10 ans, et je dis bien on quitte hein, parce qu'on continuait à parler vietnamien à la maison. Sauf que je n'allais plus à l'école en vietnamien. Et je pouvais lire le vietnamien, évidemment, mais le problème avec la culture vietnamienne, c'est qu'on ne verbalise pas beaucoup les émotions. On ne dit pas des « je t'aime »,« je suis triste »,« je suis heureuse », ça ne se dit pas. Je ne sais pas si dans la culture indienne, oui, on peut exprimer plus ou non les émotions. Oh, bah, on s'exprime beaucoup en utilisant les gestes hein, en Inde. Comme c'est un pays où il y a beaucoup de chaleur, alors c'est beaucoup de gestes hein, pour expliquer. Mais est-ce que vous exprimez vos émotions? Bah oui. Oui, aussi. OK. Oui. Les Vietnamiens, pour les Vietnamiens, ben, pour la culture orientale, voilà, plus asiatique, je dirais, c'est que si vous regardez les vieilles peintures chinoises et japonaises, vous voyez, la bouche des femmes est représentée par un tout petit point rouge. Parce que la force d'une personne est représentée par sa capacité de retenir ses émotions. Parce que si vous savez que ce que vous êtes en train de dire me fait plaisir, vous pouvez me l'enlever. Si vous savez que ce que vous êtes en train de me dire me fait mal, vous pouvez tourner le couteau un peu plus profondément, n'est-ce pas? Et donc, l'impératrice de Chine, à l'époque, recevait les gens toujours derrière un écran de soie. Un écran de soie ne protège pas contre les armes, n'est-ce pas? Mais la protégeait contre les réactions inconscientes ou involontaires de son visage. Que ce soit les pupilles qui s'ouvrent plus ou sinon un muscle qui bouge du visage. Et donc, dans ce cas-là, son interlocuteur pouvait deviner ce qu'elle était en train de penser et comment elle recevait le message que la personne est en train de dire. Et donc, la langue vietnamienne est une langue de discrétion, de retenue. Donc, on ne parle jamais d'émotion. Donc, si je veux avoir des mots en émotion, il faut que je lise. Parce que oui, on a des sentiments, hein. On se fâche, on se frustre, on fait tout ça, mais on ne le dit pas. Et donc, il faut lire. Et étant donné que j'ai arrêté mon éducation en vietnamien à l'âge de 10 ans, je n'avais plus accès à cette culture vietnamienne. Et c'est pour ça que Man a été écrit d'ailleurs, que toute l'expression émotionnelle passe à travers la nourriture. Et donc, tous les mots en émotion ont été appris en français. Et avant l'âge de 10 ans, c'est sûr qu'on avait des émotions, mais on ne pouvait pas qualifier et identifier d'abord et qualifier et trouver le bon mot
pour le dire. Et donc, c'est seulement après l'âge de 10 ans qu'on peut le faire de façon consciente. Et tout ça, ça a été fait en français. Et je vous donne un exemple. En vietnamien, je connais le mot tristesse, mais je ne connais pas le mot irritation, frustration, et encore moins la nostalgie, la mélancolie, toutes ces nuances, vous voyez, du mot tristesse. Alors, si j'écrivais en vietnamien, mon vocabulaire serait très limité. Pas seulement ça, mais en vietnamien, je n'ai pas ces sentiments-là. Parce que quand on n'a pas de mots, on ne peut pas identifier, je crois. Et donc, les nuances et les subtilités de la pensée, de la pensée d'un adulte en tout cas, ont été apprises avec la langue française. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas capable de réfléchir en vietnamien parce que je n'ai pas les mots pour réfléchir. Mais quand je compte par cœur, dans ma tête, je compte en vietnamien parce que ça va plus vite et c'est mon premier réflexe parce que j'ai appris à compter en vietnamien. On dit souvent que si on veut connaître la langue maternelle de quelqu'un, on lui demande dans quelle langue il compte. Et normalement, on arrive à la langue maternelle. Et je vous dirais que le français, c'est vraiment ma deuxième langue maternelle. Et quand on me demande, bon, est-ce que tu es plus vietnamienne ou canadienne ou québécoise, pendant longtemps, je disais que je m'assoyais entre deux chaises. Et j'ai eu la chance d'aller à Grenoble et rencontrer un journaliste qui m'a dit que non, que je n'étais pas assise entre deux chaises. Et il m'a corrigée. Il m'a dit que la culture, l'identité culturelle d'une personne n'est pas géographique et n'est pas unique. On peut posséder plusieurs identités culturelles. Et donc, il dit, si tu sens que tu possèdes ces deux cultures-là, mais c'est parce que tu appartiens aux deux cultures, que tu as deux identités. Et depuis, vous savez, c'est ça, j'ai dit, je mange assez de fromage et de bacon et de tout ça pour ne plus m'asseoir entre deux chaises, mais sur les deux chaises. Maintenant, je suis assez grosse pour m'asseoir sur les deux chaises. Et donc, je me donne le droit d'être aussi vietnamienne que québécoise. Le seul problème, c'est qu'encore aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne maîtrise pas du tout ni le vietnamien, ni le français, ni l'anglais. Et ma plus grande difficulté, c'est le temps de verbe. Vous savez, la langue vietnamienne n'a pas de temps de verbe. On est toujours à l'infinitif. Donc, je dis, moi, manger hier, moi, étudier il y a 3 ans, mais on donne une particule de temps. Mais après, on ne conjugue pas le verbe. Alors qu'en français, vous avez plus que parfait, l'imparfait, passé simple, passé composé. Et pour moi, dans ma tête, je suis incapable de mettre sur la ligne du temps où est le passé composé par rapport au passé simple, par rapport à plus que parfait, par rapport à l'imparfait. C'est complètement confus dans ma tête. Et le plus beau de la langue française, c'est d'avoir un temps qui s'appelle futur antérieur. Comment est-ce que vous pouvez être en avant et en arrière en même temps? Et le plus beau du français aussi, c'est d'avoir le conditionnel et le subjonctif. Oh là là. Ouais. Ouais. Et le vietnamien n'a pas de conditionnel ni de subjonctif. Mais ça, en même temps, je crois que ça le sauve. Parce que quand on n'a pas de conditionnel ou de subjonctif, on n'a pas de scénario B, scénario C, scénario D. On n'a que ce qu'on a là, soit le temps présent. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que
Le Vietnam, quand on va au Vietnam aujourd'hui, on ne ressent même plus la guerre et on nous demande souvent pourquoi on ne déteste pas les Américains, pourquoi on ne veut pas voilà, tuer les Français encore aujourd'hui, être fâchés contre les Chinois ou les Soviétiques. Mais je crois que c'est grâce à la langue vietnamienne, parce qu'on n'est que dans le présent. La guerre est derrière, on est maintenant là, dans le temps présent, et on vit dans le temps présent. Alors qu'en Occident, on vit beaucoup dans le passé et on planifie beaucoup pour le futur. Alors, on va chez le psychologue, pourquoi faire? Pour parler de notre enfance. Dire, je suis devenue ce que je suis aujourd'hui parce qu'enfant, il y a eu cet événement ou il y a eu d'autres événements et tout ça. Alors que la langue vietnamienne ne nous permet, ne nous permet pas de retourner en arrière. Et l'image que je donne souvent, c'est ça, c'est la fleur de lotus. Il y a un poème vietnamien qui dit c'est ça, peu importe, parce que ces fleurs-là poussent dans les marécages, mais continuent à avoir un parfum magnifique, comme vous le savez. Mais parce que, voilà, on n'est pas défini par le passé, on est défini par la direction dans laquelle on regarde. Mais en même temps, j'ai beaucoup de jalousie pour la langue française, parce que je dis la langue française réussit à identifier la sophistication de notre cerveau qui est capable de faire la différence entre le passé composé, le passé simple et le plus que parfait. Alors que la langue vietnamienne n'est pas allée chercher cette sophistication-là de notre cerveau. Ben voilà, on est d'accord là, hein, dessus, n'est-ce pas, Dolly? Bon, mais je sais qu'il y a beaucoup de questions à vous poser, madame, et on a toujours la contrainte du temps, sinon on va continuer toute la nuit ici en Inde et vous allez continuer toute l'après-midi au Canada. Mais cependant, on peut toujours réserver 2 questions si vous nous permettez. Hein? Bien sûr, moi je peux rester avec vous jusqu'à... Oui, il y a Ria. Ria, tu es là? Tu m'entends? Oui. Vas-y, à toi la parole, Ria. Ouais. Bonjour madame, ma question est, des années après vous êtes retournée au Vietnam, comment était ce retour dans votre pays natal? C'était très comment vous dire? D'abord, je pensais que je connaissais le Vietnam. Quand je suis retournée, c'était pour le travail, quand j'étais avocate. Et ça, je l'ai écrit dans la rue, et c'est vrai, je me pensais très vietnamienne et tout. Donc, un des incidents qui m'a vraiment réveillée, je vous dirais, c'est cette scène du restaurant où j'étais là et je me trouvais très bonne à pouvoir parler vietnamien, à commander les plats pour mes collègues, pour mes patrons en fait, qui ne parlaient pas vietnamien. Et que ce jeune garçon de 14-15 ans qui me dit « Non, mais pourquoi tu me parles en vietnamien ?» J'ai dit « Parce que je suis vietnamienne. » Et que sa réponse soit « Mais tu es trop grosse pour être une vietnamienne. » Et sur le coup, vraiment, je pensais vraiment que c'était ma taille. Oui, parce que c'est vrai que j'étais plus grosse que la plupart des Vietnamiens. Et c'est seulement quand je me suis assise pour écrire rue, c'est soit 20 ans plus tard, que j'ai compris que maintenant, c'était pas les kilos. C'est que j'ai tellement changé. Je suis devenue américaine. Et l'image qu'on donne souvent, c'est que je suis devenue une banane. Je suis jaune à l'extérieur, mais je suis blanche à l'intérieur. Et ça, les Vietnamiens pouvaient l'identifier. Ils pouvaient voir que je n'étais pas vietnamienne. Mais moi, je ne savais pas encore. Et c'est avec les années, les mois, je vous dirais, pendant que je travaillais au Vietnam, que j'ai réalisé que j'avais perdu complètement beaucoup de ma culture vietnamienne. Et je me souviens, la première secrétaire, dans les premiers jours, elle est venue, donc je lui ai donné une liste de choses qu'on devait faire pour monter le bureau. Et elle avait toujours le regard comme ça, par en bas.
Et là, j'essayais toujours de bouger pour chercher son regard, vous voyez, pour lui regarder dans les yeux. J'avais complètement oublié que pour les Vietnamiens, on ne peut pas regarder. C'est un signe d'impolitesse si elle soutenait mon regard. Donc, il fallait toujours qu'elle regarde et qu'elle montait sa tête comme ça de temps en temps. Alors que moi, l'occidentale, la canadienne que j'étais, j'attendais à ce qu'elle me regarde dans les yeux. Vous voyez, c'est comment des petites choses comme ça font en sorte que j'ai réalisé que j'ai perdu beaucoup de ma culture vietnamienne. Et heureusement, les 4 ans que j'ai passé là, j'ai réappris la culture vietnamienne. Sans ce retour-là au Vietnam, je n'aurais jamais pu écrire le livre que j'ai écrit. Je n'aurais jamais pu écrire. Mais en même temps, Rue, c'est un livre qui a été écrit par une Vietnamienne et non pas par une Vietnamienne. Ne serait-ce que juste le mot « roux ». Vous voyez, en vietnamien, ça se prononce « roux ». Et c'est un mot vraiment utilisé par tout le monde, tous les jours. Toutes les mamans disent ça. Et quand j'ai donné ça comme titre, les Vietnamiens ne comprenaient pas pourquoi j'utilisais un mot aussi banal. Mais pour moi, c'était un mot tellement poétique parce que je ne l'avais plus entendu, ce mot-là, pendant 20 ans, 30 ans. Et quand je suis retournée, je me dis, un son tellement court, mais pour exprimer une idée tellement belle, soit bercer un enfant jusqu'à son sommeil. Cette expression-là n'existe pas en français. En français, on met un enfant au lit, on borde un enfant, ou on chante une berceuse, ou on le berce. Mais jamais on combine toutes ces idées-là en une seule, bercer un enfant jusqu'à son sommeil, et tout ça exprimé par un son court, avec 2 lettres, R-U. Et là, je me dis, mais quelle beauté pour ce mot-là. Et ça, il faut être canadienne, c'est-à-dire être presque une étrangère de sa propre langue pour apprécier cette langue-là. Ou sinon, avoir une autre culture pour pouvoir faire la comparaison et l'aimer encore plus. Vous voyez, le fait que le Canada soit bilingue, on apprécie encore plus le français ou l'anglais. Ne serait-ce que le mot « home sweet home », ça n'existe pas en français. Vous imaginez le mot « gourmandise » n'existe pas en anglais. Parce que gourmandise représente toute une culture, la culture francophone, de manger pour le plaisir. Oui, coupable, mais quel plaisir, vous voyez? Alors que dans la culture anglophone, on mange seulement pour assouvir sa faim. On n'est pas dans la culture de l'abondance de la table, de rester à table longtemps, à discuter. Et donc, dans la culture anglaise, on a le mot gluttony. Gluttony, c'est un péché capital dans la religion catholique. C'est pas du tout gourmandise. Alors qu'en français, on a glouton et gourmandise. Oui, coupable. Mais quel plaisir. Et donc, oui, le retour au Vietnam a été un apprentissage pour moi, pour redécouvrir une culture que je pensais connaître et l'apprécier. Mais là, je l'appréciais peut-être plus comme vietnamien parce que je le faisais en comparaison avec le français. Et il y a plein de choses que la langue vietnamienne et la culture vietnamienne possèdent que la culture anglophone ou francophone ne possède pas. Et donc, par comparaison, les deux. J'appréciais encore plus le français et le vietnamien. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup apprécié la simplicité et la patience avec lesquelles vous avez répondu à toutes nos questions. Cependant, juste la toute dernière question que j'aimerais bien vous poser. Quel est le secret de votre succès? Vous savez, si je possédais le secret, si ma maison d'édition possédait le secret, on le mettrait dans une bouteille puis on le vendrait.
et je le partagerai avec tout le monde, en fait. Et je crois qu'il y a... je peux juste vous dire une chose à propos de ce que je fais, c'est que j'aime profondément ce que je fais. Et j'ai réalisé qu'au cours des années, que quand on aime beaucoup ce qu'on fait, et on fait pour les bonnes raisons, je vous dirais, très souvent, les gens le perçoivent. Et on croit qu'on est capable de masquer, de maquiller nos idées, ou sinon nos vraies intentions. Mais en fait, les gens le perçoivent de façon intangible et inconsciente. Et je crois que la seule chose à laquelle je m'adhère et que je pratique, c'est que peu importe ce que je fais, l'intention de départ doit être la bonne. Si j'écrivais, je crois que si j'écrivais un livre pour chercher du succès, pour être lu, j'aurais écrit différemment. J'aurais écrit, je ne sais pas, avec plus de descriptions, avec des histoires d'horreur. Vous voyez, si je visais à ce que ce livre-là soit lu. Et dans ce cas-ci, je vous dirais que chaque fois que j'écris un livre, j'ai seulement une intention. Et cette intention-là, c'est de partager avec vous la beauté que je vois. C'est comme si je mettais une loupe sur une beauté et j'ai dit, prenez une seconde, regardez cette beauté-là. Parce que je crois encore, c'est comme Dostoïevski a dit, c'est la beauté qui va nous sauver, qui va sauver l'humanité. Et je crois qu'on se trompe toujours en disant que non, il faut parler de l'horreur et ne pas se permettre d'utiliser la beauté comme véhicule. Mais je vous dirais que je crois que ça devrait être le contraire, que la beauté est toujours le meilleur véhicule pour parler de n'importe quoi. Parce que la beauté est probablement la seule chose que tous les humains ont vécue. Alors que l'horreur, on n'a pas tous eu la chance de vivre l'horreur. Et je vous donne 2 exemples et vous allez voir tout de suite pourquoi. Pendant la guerre du Vietnam, il y a eu beaucoup d'images. C'était la première guerre visuelle, vous voyez. Mais il y a une image qui est restée dans l'imaginaire de tout le monde. Et c'est l'image de la petite fille brûlée au Népal qui courait au milieu de l'autoroute. Et cette image est parfaite parce qu'elle était comme une vierge, vous voyez, avec les bras ouverts comme ça, un cadrage parfait. Et si jamais vous allez sur Internet, c'est une des premières images qui vont sortir. Alors qu'il y a eu plein de photos avant, mais c'était celle-là qui a fait changer le cours de cette histoire. Pourquoi? Parce que d'abord et avant tout, la photo était belle. Elle a accroché l'œil. Et là, une fois qu'on a été accroché, on tombe dans le piège. Et là, on est obligé de savoir pourquoi elle était nue. Pourquoi elle était au milieu de cette autoroute nue. Parce qu'elle était complètement brûlée au Népal. Et plus récemment, je vous dirais, c'est avec la crise des migrants syriens. Et la photo qui nous a frappés tous en même temps, c'était le petit garçon sur la plage. Pourquoi? Parce que d'abord et avant tout, cette photo était belle. C'était un petit garçon qui dormait sur la plage. C'est ça que nos yeux ont vu en premier. Et donc, quand on le voit, on est attiré. Et là, on tombe dans le piège et on est obligé de savoir son histoire. Parce que le lendemain de cette photo-là, il y a eu plein d'autres photos avec un cadrage plus large où on voyait la garde côtière, les bateaux, les vestes de sauvetage, tout ça autour du bébé. Et il n'y a personne qui s'en souvient parce que la photo n'était plus belle. Et donc, je vous dirais que notre monde, les humains, nous sommes tellement complexes, nous sommes tellement fous, fous dans le sens extraordinaire et autant que fous dans le sens horrible. Et je crois qu'on oublie très souvent que nous sommes capables de beauté, que nous sommes capables de bonté. Et donc, chaque fois que j'écris,
j'ai seulement un but en tête, c'est de vous partager ce que je trouve beau. Je crois que s'il n'y avait pas toutes ces atrocités humaines, il n'y aurait pas eu de création de la Croix-Rouge, par exemple. Donc, il faut parfois l'horreur pour que l'héroïsme existe. Et je crois qu'on oublie souvent de souligner toutes ces beautés-là, tout cet héroïsme-là dont nous sommes capables en tant qu'humains. Et si jamais vous tombez sur le livre de Tim O'Brien, ça s'appelle The Things They Carried. Vous lirez le chapitre, pour moi, c'est le chapitre le plus important de ce livre. Et je vous dirais que la première page de rue, c'est un hommage à Tim O'Brien pour ce chapitre qui s'appelle How to Tell a True War Story. Et là, je sais que le temps finit, parce que sinon, je vais prendre 2 secondes pour vous décrire l'image de cet homme qui était un vétéran de la guerre. Et il disait qu'à chaque fois qu'un soldat marche sur une mine, tout le monde savait que dès qu'il soulevait son pied, son corps allait être éclaté en miettes avec le sang qui gicle partout. Vous voyez? Et tout le monde connaissait cette horreur-là. Tout le monde avait déjà vu ces images-là. Mais quand le soldat soulève son pied, la pression de la mine pousse le corps dans les airs. Et il disait que même si la tête connaît toute l'horreur, les yeux ne peuvent pas s'empêcher de voir la beauté de cette fraction de seconde où le corps est suspendu dans les airs comme un ange. Et il y a un moment de beauté sublime qui précède l'horreur. Et de ce que j'ai compris de ce livre-là, c'est qu'on doit toujours se donner le droit de voir la beauté pour qu'on se relève, pour qu'on recherche cette beauté-là et qu'on travaille pour aller reconstruire, recréer ou sinon revoir cette beauté-là. Et donc, je ne sais plus c'était quoi la question, pourquoi je vous ai dit ça. Merci beaucoup. Merci de nous apporter la chaleur et la positivité dans ces temps troublés aujourd'hui. Merci de votre passage chez nous et je vais rapidement passer à Dhiren qui va faire des remerciements. À vous, Dhiren. J'aimerais juste vous dire, pour moi, ce moment est un moment de beauté, de grande beauté. Je ne pensais jamais avoir la chance comme ça d'être connecté à vous parce qu'on est tous confinés et donc on a l'impression que le monde se lève sur nous. Et surtout parce que j'ai tellement aimé Jaipur quand je suis allée. Au plaisir de vous recevoir prochainement, après le confinement. Oui, je viens vous voir maintenant. J'espère que ça va avoir lieu bientôt. Je ne peux pas imaginer que vous êtes aussi nombreux à parler français. Vous savez, cette année, c'est le 50e anniversaire de la francophonie. Oui. Et je parle souvent de New Delhi et Mumbai, où il y a 2 départements d'études québécoises. Mais je ne savais pas que vous aussi, à Jaipur. Oui. Donc, merci Ingrid et bonjour madame. Donc, au nom du Centre d'études françaises, département des langues et littératures européennes et des études culturelles de l'Université du Rajasthan, je voudrais profiter de cette belle occasion pour remercier chaleureusement madame Kim Thuy d'avoir si gentiment accepté de partager son expertise professionnelle et cette expérience riche et variée avec tous les participants. C'était en fait une séance extrêmement enrichissante qui nous a permis de mieux comprendre son parcours professionnel grâce à son apport personnel. Un grand merci encore, madame, d'avoir répondu à toutes nos questions avec tant de patience, d'attention et de soin. Et donc, nous espérons vous avoir bientôt parmi nous, madame, pour d'autres séances et interactions fructueuses. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, je suis Merci. tellement touchée. Je remercie Dolly d'avoir fait un petit Merci. commentaire sur C'était Facebook. vraiment un honneur et un grand plaisir pour moi de vous avoir rencontré. C'était vraiment un grand plaisir pour vous tous. Oui, merci. Et merci à Dolly pour faire cet échange. Exactement. Un grand Merci. merci Et à ce vous, lien, Dolly. hein, ce lien Non, qui était mais très merci à vous important. tous d'être présents. Merci à vous tous parce que je sais qu'il est déjà minuit chez vous, donc d'avoir pris le temps Oui, pour être il est avec 11 moi. heures. Oui. Le jour pour vous, c'est juste commencé, mais ici, c'est la nuit. C'est la nuit maintenant, oui, c'est vrai. Mais oui, mais j'ai proposé à Dolly que je peux le faire plus tôt pour que ce ne soit pas trop tard pour vous. Mais elle m'a dit que, ben voilà, comme vous êtes des... Oui, comme c'est hiboux, le dormez tard. confinement, alors ça va, les horaires, hein, 11 heures, ça va aller. Hein. Parce que Alors, là, il n'y a pas de souci de se lever très tôt dans le matin, voilà. Bon. Même s'il y a le Oui, matin, parce qu'on a des cours en ligne quand même. Oui, commence. Ben, merci Alors, beaucoup. Merci encore maintenant une que fois. vous me connaissez, maintenant que vous Oui. savez où je suis, Oui. pour tous les étudiants, si jamais vous décidez, je ne sais pas, d'écrire ou vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Dolly, vous avez oui, mon je vais adresse. partager. Vous pouvez partager avec tous les Oui. étudiants et il me fera plaisir. Oh, d'être c'est avec vous. gentil, hein, c'est gentil. Mais vous savez, j'avais une histoire très sensuelle que je voulais vous raconter, partager avec vous. Oh, Elle bah est déjà trop tard. La prochaine fois. oui, Comme la vous prochaine voulez. fois. Hein. Mais on sera en contact avec vous pour la prochaine séance. Hein. On attendra avec patience, impatience. Et vous savez C'est quoi? La bon, prochaine ok. fois, il faudra que vous me montriez une recette indienne. Bah oui, pourquoi pas, un atelier gastronomie ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Bah Oui, faire parce des que chapatis, hein. ma cuisine préférée dans le monde entier, c'est la cuisine indienne. Et là, je sais qu'il y a tellement de différences entre le nord, le sud, l'est et l'ouest et tout ça. Mais en général, j'aime. J'ai pris, je crois, 4 kilos quand je suis allée en Inde pendant 6 jours. Oh, J'ai mangé. Mais c'est une des cuisines que je ne réussis pas à cuisiner à la maison. Alors, il va falloir qu'on fasse une séance. bah oui, on peut faire cet échange, n'est-ce pas, Dolly, hein? Absolument. Bah oui. Alors, je vous embrasse. Bah merci, De on loin. vous embrasse aussi et je ne peux pas vous dire bonne nuit, mais Bonne journée. Ouais, bonne journée. Hein? Et voilà. Et Merci. merci et on remercie à tous nos À la étudiants également. Merci beaucoup. Merci à tous Voilà. les étudiants d'avoir été là. Merci. Allez, au revoir. Notre plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est pas... Ah.